Je m'appelle Harrison, j'ai 29 ans. Pendant 29 ans, j'ai été l'ombre invisible de ma propre famille. Le perdant désigné dont le seul but était de servir l'enfant prodige. Mais au moment où ma famille est partie pour un complexe hôtelier de luxe, me laissant derrière comme un baby-sitter glorifié, toute ma réalité s'est brisée. Alors que je me tenais dans l'allée, tenant une liste d'instructions médicales pour ma nièce de 14 ans supposée alitée, ma mère m'a regardé de haut depuis le siège passager de la Porsche neuve de mon frère. Elle a ajusté ses lunettes de soleil de créateur et a dit « Essaie de ne pas nous gâcher ça, Harrison. Prendre soin de Lyra est le moins que tu puisses faire puisque tu ne contribues absolument en rien à l'héritage de cette famille. » Ils ont ri. Ils ont littéralement ri de moi devant les voisins, me traitant comme un employé de maison un mardi matin. Mais il y a une chose qu'ils ne savaient pas. La nièce handicapée qu'ils pensaient laisser derrière n'était pas du tout handicapée. Elle gardait un énorme secret, et le complexe hôtelier de luxe où ils se rendaient, j'en étais l'actionnaire majoritaire secret. Et en ce moment, ce sont eux qui m'ont dit à genoux. Avant que je ne vous raconte exactement comment j'ai démantelé leur vie pièce par pièce, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez que le karma finit toujours par récupérer ses dettes. Et n'oubliez pas de me dire d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, revenons au matin où la tempête a finalement éclaté. C'était un mardi de début octobre, le genre de matin où le froid vif et mordant de l'air me rappelait habituellement les dîners de Thanksgiving à venir. Ces dîners étaient toujours les mêmes. J'étais en permanence assis au bout de l'immense table en acajou, à des kilomètres des conversations importantes, passant silencieusement la sauce pendant que ma famille discutait d'acquisitions immobilières et de portefeuilles d'actions. Je me tenais dans l'immense allée circulaire du vaste domaine de banlieue de mes parents. La maison elle-même était un monument à leur vanité débridée. Une structure colossale en pierre, payée par des décennies de transactions commerciales impitoyables dont mon père, Reginald, aimait se vanter lors des réunions de l'association des propriétaires. Mon frère aîné, Silas, s'appuyait nonchalamment contre sa Porsche argentée rutilante. Silas était l'enfant prodige. S'il respirait à peine, mes parents organisaient un défilé en son honneur. Si j'obtenais mon diplôme universitaire avec les plus hautes distinctions, en travaillant de nuit pour payer mes propres manuels, ils me demandaient pourquoi je n'avais pas décroché une meilleure promotion dès le départ. Silas chargeait actuellement de lourdes valises Louis Vuitton dans le coffre, son costume italien sur mesure attrapant le soleil matinal. À côté de lui se tenait sa femme, Vera. Vera jouait toujours le rôle de la belle-fille douce et accommodante pour les caméras, mais ses yeux contenaient un vide froid et calculateur que j'avais toujours reconnu. Il se rendait dans un complexe hôtelier hyper exclusif dans les montagnes, un endroit qui facturait plus de $5000 la nuit, un endroit dont il prétendait avoir désespérément besoin pour resserrer les liens familiaux et se détendre. Naturellement, je n'étais pas invité. Ma femme, Fiona, était soi-disant hors de l'état pour un voyage d'affaires à haut risque, décrochant une augmentation de salaire massive, du moins c'est ce qu'elle m'avait dit en m'embrassant sur la joue à l'aube. Cela me laissait seul. Enfin, pas tout à fait seul. J'avais été spécifiquement convoqué au domaine pour servir de gardien à plein temps pour Lyra, la fille de Vera issue d'un précédent mariage. Lyra avait 14 ans. Il y a 2 ans, elle avait souffert d'une grave maladie neurologique qui l'aurait laissée complètement alitée et muette. Mes parents la traitaient comme un meuble maudit, une tache malheureuse sur leur esthétique parfaite. Silas agissait comme si elle était une souillure sur sa vie immaculée, se plaignant souvent de l'odeur de ses médicaments. Vera jouait la mère tragique et patiente en public, versant des larmes de crocodile lors des galas de charité. Mais derrière les portes closes, elle regardait à peine la jeune fille. Et ainsi, la lourde responsabilité m'incombait. Harrison, aboya mon père, en baissant sa vitre teintée. L'odeur de cuir cher et de fumée de cigare rassis s'en échappa. N'oublie pas son programme de médicaments. J'ai laissé le tableau sur l'îlot de la cuisine. Et pour l'amour de Dieu, garde la maison propre. Je ne veux pas revenir du paradis pour trouver cet endroit ressemblant à un parking de Walmart. Gère l'équipe de paysagistes s'il se présente. J'ai saisi le bord de ma veste fine, sentant le tissu rugueux mordre contre mes phalanges. J'ai ravalé la boule familière d'humiliation dans ma gorge. Je connais le programme, papa. Bon voyage. Silas s'est approché, faisant tourner les clés de la Porsche autour de son index. Il m'a frappé sur l'épaule assez fort pour que ça pique, laissant une douleur sourde. Tiens-le fort, petit frère. Peut-être que si tu travailles assez dur et que tu économises tes sous, l'année prochaine, nous t'emmènerons pour porter les sacs.
Il a eu un sourire narquois, s'est glissé dans le siège du conducteur et a fait vrombir le moteur juste pour me faire reculer de l'échappement. Vera n'a même pas pris la peine de dire au revoir. Elle est simplement montée côté passager, l'esprit clairement déjà concentré sur le service en chambre et les soins spa en profondeur. J'ai regardé la Porsche glisser le long de la longue allée, suivie de près par l'énorme SUV de luxe de mes parents. Les lourdes grilles en fer se sont refermées derrière eux avec un bruit métallique sourd, m'enfermant dans le silence suffocant et oppressant du domaine. Je suis resté là, sur le pavé, pendant un long moment. La rosée du matin s'infiltrait dans mes chaussures bon marché. J'avais 29 ans, j'occupais ce qu'ils considéraient comme un poste administratif médiocre, je vivais dans ce qu'ils considéraient comme une maison médiocre et exiguë en banlieue. Ma propre femme était trop occupée à gravir les échelons de l'entreprise pour passer un week-end avec moi. Ma famille m'utilisait comme un paillasson, essuyant leurs chaussures sales sur ma dignité à chaque occasion. Le poids physique de ma propre existence pathétique pesait sur ma poitrine, rendant la respiration difficile. Mais j'avais un travail à faire. Je me suis retourné et je suis rentré à l'intérieur, naviguant dans les couloirs vides et résonnant vers l'aile ouest isolée, où la chambre de Lyra était nichée, loin des regards. J'ai poussé doucement la lourde porte en chêne, m'attendant à trouver la jeune fille frêle et silencieuse, fixant le plafond d'un regard vide, piégée dans son propre corps défaillant. Au lieu de cela, j'ai trouvé Lyra assise en tailleur sur le bord du matelas. Elle portait un sweat à capuche gris surdimensionné et un jean bleu ordinaire. Un ordinateur portable élégant était stablement posé sur ses genoux. Je me suis figé. Le dossier médical que je venais de prendre dans la cuisine a glissé de mes doigts engourdis et a heurté le parquet avec un claquement sec. Lyra a levé les yeux, a fermé l'ordinateur portable d'un geste décidé, et m'a regardé droit dans les yeux. Enfin, dit-elle, sa voix était claire, nette, et ne portait absolument aucune trace d'hésitation ou de faiblesse. Je pensais qu'il n'allait jamais partir. Mon cerveau a complètement cessé de fonctionner. Je la fixais, ma bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson jeté sur la terre ferme. Je me suis agrippé au cadre de la porte juste pour me maintenir debout. Tu peux parler. Tu es assise. Tu portes un jean. Lyra a levé les yeux au ciel, a balancé ses jambes hors du lit et a planté fermement ses pieds sur le sol. Elle s'est approchée de moi, sa démarche parfaitement stable, parfaitement saine. Elle a ramassé le dossier médical par terre et l'a jeté à la poubelle. Oui, oncle Harrison. Je peux marcher. Je peux parler. Je peux le faire depuis plus d'1 an. Ferme la porte avant que le personnel de ménage ne nous entende. Nous avons beaucoup de travail à faire. J'ai bougé machinalement, fermant la lourde porte et tournant le verrou en laiton. Je me suis appuyé contre le bois, mon cœur battant un rythme frénétique contre mes côtes. Je ne comprends rien en ce moment. Pourquoi? Pourquoi le fauteuil roulant? Pourquoi le silence? Je t'ai nourri avec de la nourriture en purée pendant des mois, Lyra. Lyra s'est dirigée vers son grand dressing, a écarté une rangée lugubre de blouses médicales blanches, et a sorti une petite boîte de sécurité lourde et ignifuge. Parce que, dit-elle, en tapant un code numérique compliqué sur le clavier lumineux. S'ils savaient que j'étais en bonne santé, ils auraient trouvé un moyen de se débarrasser de moi légalement. Tu sais, mon père biologique est mort il y a 3 ans, n'est-ce pas? L'accident d'avion. J'ai hoché la tête lentement, le souvenir refaisant surface. Les funérailles avaient été une affaire brève et incroyablement tendue où ma famille s'était plainte du traiteur. Il m'a laissé un fonds en fiducie, continua Lyra, en sortant une épaisse liasse de documents juridiques de la boîte en métal, 4 millions de dollars. C'est un héritage blindé. Il se débloque automatiquement quand j'aurai 18 ans, où il est transféré immédiatement à ma tutrice légale, ma mère, Vera, si je suis déclaré en incapacité permanente et placé dans un établissement de soins de longue durée. Le sang a rapidement quitté mon visage, laissant ma peau glaciale. Placé. Lyra s'est approchée et a fourré un dossier manille dans ma poitrine. Lis. Il rencontre secrètement Jasper Cole, l'avocat d'attaque absolu de Silas. Il prévoit de me déclarer fardeau permanent et ingérable. Ils vont m'enfermer dans un établissement psychiatrique d'État et vider complètement mon fonds d'études, mon héritage, tout. Ils ont besoin de mes 4 millions de dollars pour se sauver d'une ruine totale. J'ai feuilleté les pages impeccables. Le jargon juridique était dense, rempli de clauses infinies, mais l'intention malveillante était d'une clarté cristalline.
Des requêtes pour une tutelle médicale d'urgence. Des évaluations frauduleuses de déclin cognitif permanent signées par un médecin avec qui je savais que Silas jouait au golf. C'était un meurtre juridique de sang-froid parfaitement orchestré. Ce sont des monstres, ai-je murmuré, la réalité horrifiante de la dépravation de ma famille s'enfonçant profondément dans mes os. Ils le sont, acquiesça Lyra, son jeune visage innocent se durcissant en un masque d'acier pur et incassable. Mais ils sont aussi incroyablement négligents. J'enregistre leurs conversations privées depuis 7 mois. J'ai un accès dérobé aux dossiers financiers offshore de Silas. Ils sont noyés sous des dettes massives. Harrison, ce complexe de luxe où ils viennent de se rendre. Silas a mis tout le voyage sur une carte de crédit à taux d'intérêt élevé qu'il n'a absolument pas, juste pour maintenir les apparences auprès de certains investisseurs en capital risque. Elle a replongé la main dans la boîte en métal sombre et en a sorti une enveloppe noire mate et élégante. Elle me l'a tendue. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine la prendre. « Ça, » dit Lyra, un sourire féroce et prédateur se répandant sur son visage, « c'est notre contre-attaque. J'ai acheté 2 billets d'avion en première classe. Nous allons à ce complexe et nous allons réduire toute leur fausse vie en cendres. » J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai regardé les billets de première classe. Puis j'ai regardé la carte de crédit en titane noir nichée à l'intérieur. Je pensais que le pire était passé. J'avais tellement tort. Le vrai cauchemar ne faisait que commencer. Assis dans la lumière tamisée et silencieuse de la chambre de Lyra, les documents explosifs éparpillés sur le couvre-lit floral semblaient un poids physique pesant directement contre ma gorge. J'ai regardé cette brillante jeune fille de 14 ans, réalisant avec un choc écœurant qu'elle avait vécu dans une prison auto-imposée, piégée dans un fauteuil roulant, juste pour survivre aux personnes même qui étaient légalement obligées de la protéger. « Comment as-tu fait ça ?» ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure rauque. « Comment es-tu restée assise dans ce fauteuil pendant une année entière, les laissant parler de toi comme si tu étais déjà morte et enterrée ?» Lyra s'est rassise sur le bord du matelas. Son expression portait une lourde fatigue qui appartenait à quelqu'un de beaucoup plus âgé. Tu apprends à disparaître, Harrison. Tu apprends à te faire petite pour que les prédateurs ne te remarquent pas. Tu sais ce que ça fait mieux que quiconque dans cette maison. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing à l'estomac. Elle avait raison. Je savais. J'avais passé toute ma vie à perfectionner l'art misérable de disparaître. Alors que j'aidais silencieusement Lyra à faire une vraie valise, jetant les sondes d'alimentation et emballant des vêtements normaux, des jeans, des pulls, des choses qu'une adolescente devrait porter, mon esprit m'a violemment ramené aux années misérables de mon enfance. Les souvenirs douloureux que j'avais si désespérément essayé d'enterrer ont refait surface, griffant leur chemin vers la conscience, exigeant d'être ressentis. En grandissant, cette immense maison était un sanctuaire dédié à Silas. Ses trophées sportifs dorés bordaient la luxueuse cheminée en marbre du salon. Ses bulletins scolaires médiocres étaient encadrés dans le couloir. Quand Silas a accidenté sa première voiture, un horrible incident de conduite en état d'ivresse que mon père a payé des milliers de dollars pour étouffer discrètement, il a été récompensé la semaine suivante avec un modèle plus récent et beaucoup plus rapide. Quand j'ai remporté un prestigieux concours scientifique d'État, ma mère a complètement manqué la cérémonie de remise des prix parce qu'elle avait un rendez-vous chez le coiffeur de dernière minute qu'elle a refusé d'annuler. Mais le souvenir le plus douloureux, la trahison spécifique qui brûlait encore comme de l'acide au fond de ma gorge, était le jour où j'ai découvert mon fonds d'études. J'avais occupé 3 emplois épuisants au salaire minimum tout au long du lycée, économisant chaque centime, rêvant d'intégrer une université hors de l'État pour enfin échapper à leur ombre. J'avais la lettre d'acceptation officielle en main. Je suis entré dans le bureau lambrissé de bois sombre de mon père, débordant d'un rare et fragile sentiment de fierté. J'ai poliment demandé les détails du compte pour le fonds d'études qu'il m'avait promis depuis que j'étais petit garçon. Mon père n'a même pas pris la peine de lever les yeux de son écran d'ordinateur lumineux. Le fonds a disparu, Harrison. Disparu, avais-je demandé, la pièce se mettant soudainement à tourner. Que veux-tu dire par disparu? Il a été alimenté pendant 18 ans. Silas a eu une situation, a dit froidement mon père, en tapant sur son clavier. Un mauvais investissement immobilier en ville. Il avait besoin de capitaux immédiats pour éviter une faillite compliquée. La famille est de la famille, Harrison. Tu peux aller au community college du coin. C'est beaucoup plus adapté à ta vitesse et à ton intellect de toute façon. Ferme la porte en sortant.
Ils avaient impitoyablement volé mon avenir juste pour dissimuler les erreurs téméraires de Silas. Et le pire, c'est que je les avais laissés faire. J'avais ravalé la rage brûlante, contracté des prêts étudiants paralysants à taux d'intérêt élevés, et travaillé jusqu'à l'os pendant que Silas paradait en ville en costumes italiens sur mesure, se qualifiant d'entrepreneur autodidacte. Et puis il y avait Fiona, ma belle épouse. Nous nous sommes rencontrés au début de la vingtaine, et pendant un court et merveilleux moment, j'ai vraiment pensé qu'elle était mon sanctuaire loin de la folie. Mais au cours des 2 dernières années, elle était devenue incroyablement distante, constamment froide au toucher. Elle a commencé à travailler tard dans la nuit, à faire d'interminables et mystérieux voyages d'affaires à travers le pays. Chaque fois que j'essayais de combler le fossé grandissant entre nous, elle me regardait avec cette pitié épuisée et lourde. « Tu manques d'ambition, Harrison », m'a-t-elle dit lors de notre dernier misérable dîner d'anniversaire, vérifiant constamment son téléphone sous la table pendant que je tentais désespérément de lui tenir la main. « Tu es bien trop à l'aise dans le fait d'être absolument rien. C'est épuisant d'être marié à quelqu'un qui se contente du bas de l'échelle. » Je suis violemment revenu au moment présent. Lyra fermait son sac de voyage en cuir. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle, me tirant du cauchemar de mon passé. « Presque, ai-je dit. » Une nouvelle et sombre résolution s'installant dans ma poitrine. Il y a une chose très importante que nous devons faire avant de quitter cette horrible maison. Je suis sorti de la pièce et j'ai descendu le grand couloir résonnant, me dirigeant directement vers les quartiers du personnel au sous-sol. Je devais trouver Hugo. Hugo était le fidèle majordome et régisseur du domaine depuis 30 ans. Il était la seule personne dans cette immense maison froide qui m'ait jamais montré une once de gentillesse ou de respect authentique. Je l'ai trouvé dans l'immense cuisine industrielle, polissant tranquillement l'argenterie de luxe. Il a levé les yeux, ses yeux vifs et observateurs s'écarquillèrent légèrement en voyant l'expression sombre et intense sur mon visage. « Monsieur Harrison, je pensais que vous vous occupiez de mademoiselle Lyra dans l'aile ouest. Le légendaire empire immobilier de votre père est une façade complète et totale, dit doucement Hugo, la voix teintée de tristesse. Silas a fait 3 investissements absolument désastreux dans des propriétés commerciales l'année dernière. Ils ont hypothéqué tout ce domaine. Ils ont hypothéqué tout le plan de retraite 401K de votre mère. Ils sont dans le rouge de plusieurs millions de dollars. La seule chose qui tient les créanciers agressifs à distance est la promesse désespérée d'un afflux massif et soudain de liquidités. Je les ai entendus crier dans le bureau la semaine dernière. Ils ont mentionné le nom de mademoiselle Lyra à plusieurs reprises. Et il y a autre chose, monsieur. Hugo me regarda. Une tristesse profonde et angoissante se lisait dans ses vieux yeux. Vous avez toujours été un homme bon et décent, monsieur Harrison. Vous ne méritez pas ce qu'ils vous font. Qu'est-ce que c'est, Hugo? Dites-moi tout. C'est à propos de votre femme, Madame Fiona. Mon estomac est tombé au plancher. Fiona? Qu'y a-t-il à son sujet? Elle est en voyage d'affaires. Elle n'a pas voyagé pour le travail, monsieur, murmura Hugo, regardant le sol. Silas a illégalement acheminé des fonds de la société holding vers un compte privé secret. Il l'utilise pour payer des appartements de luxe en Penthouse et des vols privés en première classe. Les vols sont toujours réservés pour 2 passagers. Le 2e passager est toujours Madame Fiona. Ils ont une liaison depuis plus d'1 an. La cuisine a violemment tourné autour de moi. Le comptoir en marbre semblait un bloc de glace solide sous mes mains tremblantes. Ma femme, mon propre frère de sang. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne suis pas tombé à genoux. Quelque chose au plus profond de moi, une partie fragile et pleine d'espoir de mon âme qui voulait encore désespérément une famille aimante, est morte sur le champ. Et à sa place, une clarté froide, absolue et terrifiante a pris racine. Merci, Hugo, ai-je dit. Ma voix me semblait totalement étrangère. Elle était complètement vide d'émotion, aussi tranchante et dangereuse qu'une lame de rasoir. Vous devriez prendre de très longues vacances payées à partir d'aujourd'hui. Quittez le domaine. Ne répondez à aucun de leurs appels téléphoniques frénétiques. J'ai pris le lourd registre en cuir et je suis retourné dans la chambre de Lyra. Elle a vu mon visage et a immédiatement su que quelque chose de fondamental avait changé en moi. Que s'est-il passé, a-t-elle demandé, agrippant la poignée de sa valise. Nous allons à l'aéroport, ai-je dit, en attrapant mon manteau d'hiver sombre. Et nous allons les détruire absolument. Le trajet agressif jusqu'à l'aéroport fut un flou chaotique de néons de la ville et de panneaux routiers.
J'ai serré le volant en cuir jusqu'à ce que mes jointures deviennent d'un blanc éclatant. Ma propre mère, mon père, mon frère, ma femme. Ils avaient tous joyeusement formé un cercle étroit de trahison autour de moi, se régalant de ma vie, de mon argent et de ma santé mentale. Tout en me disant que c'était moi qui les affamais. Quand nous avons finalement embarqué sur le luxueux vol en première classe, payé par les fonds d'urgence secrets que Lyra avait brillamment détournés de sa propre fiducie avant que Vera ne puisse la bloquer légalement, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message texte fortement crypté. Le message est allé directement à Béatrice. Béatrice était ma meilleure amie absolue de l'université, une avocate d'affaires brillante et impitoyable, spécialisée dans les OPA hostiles, les divorces brutaux et les litiges à haut risque. C'était un requin en tailleur. Il est temps. Active le protocole Oméga. Retrouve-moi à la propriété. Sa réponse est arrivée exactement 30 secondes plus tard. Considère que c'est fait. J'amène tout le peloton d'exécution juridique. Lyra a jeté un regard désinvolte sur mon écran lumineux. Elle a levé un sourcil très impressionné. Protocole Oméga, peloton d'exécution. Tu as aussi de profonds secrets, oncle Harrison. Je me suis lourdement appuyé sur le siège en cuir moelleux alors que l'énorme avion commençait sa montée abrupte dans les nuages. J'ai regardé par le petit hublot la ville qui rétrécissait rapidement en dessous. Tu n'es pas la seule à avoir appris à faire la morte pour survivre, Lyra, ai-je dit doucement. Ils pensaient tous que j'étais un échec cuisant parce que j'ai refusé de travailler dans l'entreprise corrompue de mon père. Ils pensaient que ma modeste maison de banlieue et ma vie tranquille signifiaient que j'avais complètement renoncé au succès. Ce qu'ils ne savaient absolument pas, c'est que pendant que Silas dilapidait la fortune familiale dans des projets tapas à accent graveleuil et voués à l'échec et des voitures de luxe, j'avais contracté un petit prêt risqué auprès de Béatrice des années auparavant et investi massivement dans une start-up technologique en difficulté. Cette petite start-up est entrée en bourse et a explosé. J'ai pris mon énorme gain de plusieurs millions de dollars et, discrètement, de manière totalement anonyme, j'ai commencé à acheter des biens immobiliers commerciaux de premier ordre à travers le pays. Je n'ai pas acheté de voiture de sport tapas à accent graveleuil pour flatter mon ego. J'ai acheté des terrains. J'ai acheté des propriétés. Et il y a 3 ans, par le biais d'une société écran complexe gérée par mon partenaire milliardaire, Roland, j'ai acheté le complexe de luxe même où ma famille célébrait actuellement le vol imminent de l'héritage de Lyra. Ils buvaient du champagne cher dans un bâtiment que je possédais légalement. Ils dormaient dans des lits que j'avais payés. J'ai regardé les documents financiers accablants que Hugo m'avait donnés, puis la boîte inifuge de Lyra pleine de preuves de fraude médicale. Nous avions le mobile clair. Nous avions la preuve indéniable. Nous avions le pouvoir ultime. Le vol turbulent a duré 4 heures. J'ai passé chaque minute angoissante de ce vol à visualiser vivement le moment exact où je verrais leurs visages arrogants et suffisants s'effondrer complètement en poussière. Quand l'avion a finalement atterri sur le tarmac de l'île privée, l'air était épais, chaud et humide. J'ai rallumé mon téléphone. Il y avait un nouveau message de Fiona. Salut chérie, les réunions d'entreprise durent très tard. Je suis tellement épuisé. Je ne pourrai peut-être pas appeler ce soir. Je t'aime. J'ai fixé les mots lumineux. Je t'aime. L'hypocrisie écœurante et vile de ces mots a fait que ma mâchoire s'est serrée si fort que mes dents me faisaient mal. Ça va, a demandé Lyra, en observant attentivement mon visage. Je vais absolument parfaitement, ai-je dit, en supprimant le message définitivement. Nous sommes descendus de l'avion et sommes montés directement dans un SUV noir lourdement blindé qui attendait. J'ai donné au chauffeur silencieux l'adresse du complexe. La tempête ne se préparait plus à l'horizon lointain. J'ai apporté la tempête avec moi, et j'allais m'assurer qu'absolument aucun d'entre eux ne survive à l'inondation imminente. Je pensais que le pire était passé. J'avais tellement tort. L'énorme SUV noir a serpenté agressivement sur la route côtière escarpée de la montagne. L'épaisse canopée d'arbres tropicaux luxuriants s'écartait parfois pour révéler l'étendue infinie et à couper le souffle de l'océan bleu foncé. C'était un endroit magnifique et isolé, méticuleusement conçu pour que les ultra-riches échappent complètement aux conséquences agaçantes du monde réel. Mais aujourd'hui, le monde réel, dur et impitoyable, venait directement à eux. Nous nous sommes arrêtés en douceur devant la grande et imposante entrée de l'Obsidian Summit, mon joyau de la couronne. C'était un chef-d'œuvre absolu d'architecture moderne, avec des murs de verre imposants, de la pierre volcanique sombre et d'immenses piscines à débordement qui semblaient tomber précairement dans le ciel.
Les voituriers empressés se sont immédiatement précipités, mais avant même qu'ils puissent ouvrir les portes, une grande femme vêtue d'un tailleur anthracite impeccable et intimidant est sortie rapidement du hall principal. C'était Clara, la directrice générale d'élite du complexe. Elle était l'une des très rares personnes sur toute cette île à connaître ma véritable identité en tant que propriétaire majoritaire et président du conseil d'administration. J'ai baissé la vitre teintée. Monsieur Harrison, a dit Clara, son attitude professionnelle totalement imperturbable, bien que ses yeux vifs se soient tournés vers Lyra avec une brève surprise. Votre suite de luxe privé a été préparée exactement selon vos spécifications. L'équipe de sécurité a été entièrement informée, comme l'a demandé Béatrice. Merci, Clara, ai-je dit en sortant du véhicule. Où sont-ils en ce moment? Le groupe s'est enregistré il y a exactement 3 heures, a répondu Clara, en me tendant une tablette élégante et sécurisée. Ils occupent actuellement la villa présidentielle surplombant la crique. Comme vous l'avez explicitement demandé, j'ai isolé leur flux de sécurité spécifique du réseau principal. Vous avez maintenant un accès audio et visuel complet et sans phare à leurs espaces publics et à la cabane privée en bord de mer qu'ils ont louée pour l'après-midi. Ont-ils rencontré quelqu'un depuis leur arrivée, ai-je demandé en prenant la lourde tablette. Un homme est arrivé par bateau privé il y a 1 heure. Il a fourni une pièce d'identité correspondant au nom de Jasper Cole. Il a prétendu être leur conseiller juridique principal. Ils ont actuellement un déjeuner de travail prolongé à la cabane en bord de mer. Parfait, ai-je marmonné, une sombre satisfaction m'envahissant. Faites monter nos bagages aux pentouses. Nous allons directement à la salle de surveillance souterraine. Clara nous a conduits rapidement par une entrée latérale très discrète, contournant entièrement le hall principal bondé. Nous sommes descendus rapidement dans les niveaux souterrains fortifiés du complexe, entrant dans un centre de sécurité ultramoderne et climatisé. La grande pièce était plongée dans l'obscurité, illuminée uniquement par la lueur bleue stérile de dizaines d'écrans haute définition. Clara a silencieusement congédié l'équipe de sécurité active, ne laissant que moi, Lyra et les écrans de surveillance lumineux. J'ai tapoté sur la tablette, acheminant instantanément le flux en direct de la cabane 4 vers l'immense moniteur principal sur le mur. Ils étaient là, ma famille de sang. Silas était vautré dans une chaise longue blanche et moelleuse, un cigare cubain incroyablement cher serré fermement entre ses dents. Mon père, Reginald, faisait tourner un grand verre de scotch ambré, regardant l'eau scintillante avec la satisfaction suffisante et arrogante d'un roi contemplant ses terres conquises. Ma mère feuilletait nonchalamment un magazine d'immobilier de luxe glacé, et Vera tapait furieusement sur son smartphone doré. En face d'eux était assis Jasper, l'avocat visqueux, sa mallette en cuir grande ouverte sur la table en verre de luxe, des papiers en débordant. J'ai tendu la main et j'ai augmenté le volume. Les microphones cachés, d'une clarté cristalline, ont capté chaque mot méprisable par-dessus le son doux et rythmé des vagues qui se brisaient. Les formalités pour le placement sont pratiquement finalisées. À ce stade, disait Jasper avec assurance, en sortant une épaisse liasse de documents médicaux. Les évaluations médicales indépendantes fournies par Vera indiquent explicitement que Lyra a subi un déclin cognitif sévère et irréversible. Elle nécessite des soins psychiatriques spécialisés à plein temps. L'établissement fermé du Nevada est prêt à la recevoir d'ici la fin du mois. Lyra se tenait parfaitement immobile à côté de moi dans la salle de surveillance sombre. Ses bras étaient étroitement croisés sur sa poitrine. Je pouvais clairement voir le reflet bleu des moniteurs danser dans ses yeux. Elle n'a pas bronché. Elle est simplement restée là et les a regardés comploter sa perte avec un calme terrifiant et glacial. Et le fond en fiducie, demanda avidement Silas, se penchant en avant, l'épaisse fumée de cigare s'enroulant autour de son visage arrogant. Quand exactement les 4 millions se transforment-ils en actifs liquides? Au moment même où le juge corrompu signe le transfert de tutelle d'urgence directement à Vera, a confirmé Jasper avec un sourire mielleux. Compte tenu du dossier médical falsifié détaillé que nous avons fourni, le juge accélérera la procédure sans audience. L'argent sera acheminé vers les comptes personnels de Vera dans les 48 heures. De là, elle pourra légalement le transférer directement à la société holding de la famille pour, je cite, assurer la stabilité financière à long terme de Lyra. Mon père a ri. Un son dur, grinçant, démoniaque qui m'a donné la chair de poule. Stabilité à long terme. Mon Dieu, j'adore le système juridique américain. Cet argent couvrira entièrement les marges de l'immobilier commercial et tiendra les créanciers agressifs à distance du dos de Silas pour de bon. Enfin, cette gamine muette et pathétique sert à quelque chose d'utile.
J'ai saisi le bord en métal froid de la console jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. Mon propre père parlant de sa jeune petite fille comme si elle n'était rien de plus que du bétail mené à l'abattoir. Et Harrison, a demandé Vera, sans même prendre la peine de lever les yeux de son écran de téléphone. Sera-t-il un problème quand il découvrira? S'il réalise qu'elle est envoyée dans un asile? Silas a ricané bruyamment, tirant une profonde bouffée de son cigare. Harrison, s'il te plaît, Vera. Ce type est un paillasson pathétique et sans colonne vertébrale. Il croira absolument n'importe quel mensonge qu'on lui racontera. Dis-lui qu'elle a désespérément besoin de meilleurs soins médicaux. Il fera probablement ses valises lui-même et la conduira à l'asile juste pour chercher désespérément notre approbation. C'est un perdant pathétique. C'est vrai. Ma mère est intervenue, tournant une page glacée de son magazine sans manquer un battement. Je me demande parfois sincèrement s'il y a eu une confusion à l'hôpital quand il est né. Il n'a absolument aucune de la motivation ou de l'intelligence de la famille. Dieu merci, Silas est là pour porter correctement l'héritage. J'ai senti un engourdissement froid et paralysant se propager rapidement dans mes veines. Pendant 29 longues années, je m'étais plié en quatre pour plaire à ces personnes horribles. J'avais avalé leurs insultes quotidiennes, accepté leurs miettes pathétiques d'affection et stupidement cru que peut-être, au fond de leur cœur froid, ils m'aimaient réellement. Les entendre parler si librement alors qu'ils se croyaient complètement seuls, c'était le dernier clou dévastateur dans le cercueil. Le Harrison naïf et plein d'espoir qu'ils connaissaient était mort. Ils n'ont absolument aucune idée, murmura Lyra, sa jeune voix fortement teintée de pur venin. Voyons de quoi d'autre ils n'ont aucune idée, ai-je dit, ma voix tombant à un ton dangereusement bas. J'ai regardé attentivement le flux en direct alors que Jasper rangeait sa luxueuse mallette. Je déposerai officiellement la requête demain matin à l'ouverture des tribunaux, a dit l'avocat, en serrant fermement la main de mon père. Profitez du complexe, Reginald. Vous avez définitivement mérité des vacances luxueuses. Alors que Jasper quittait la cabane, mes parents et Vera se sont lentement levés de leur chaise longue. Je vais au spa pour un massage aux pierres chaudes, a annoncé ma mère en s'étirant. Vera, tu viens? Oui, a dit Vera en attrapant son sac de plage de créateur. Silas, ne bois pas trop de scotch. Nous avons une réservation très importante au restaurant à 20h. Tous les trois ont quitté nonchalamment la cabane, laissant Silas entièrement seul. Il est resté assis en silence pendant quelques minutes, finissant lentement son cigare. Puis il a sorti son téléphone, a tapé un message rapide et a passé un appel. J'ai tapé quelques commandes rapides sur la console, isolant son flux audio spécifique. Ouais, ils sont enfin partis, a dit Silas doucement au téléphone. Sa voix a baissé d'une octave entière, devenant écœurante douce et intime. Viens à la cabane, bébé. La voix est complètement libre. Mon cœur a complètement cessé de battre. L'air dans la petite pièce est soudainement devenu bien trop rare pour respirer. Je fixais l'écran sans ciller, mes yeux brûlants de larmes non versées de pure rage. Exactement 2 minutes plus tard, la porte en bois de la cabane s'est ouverte. Une femme est entrée. Elle portait un cache-maillot blanc transparent très révélateur sur un minuscule bikini noir. Ses longs cheveux étaient parfaitement coiffés, soufflant doucement dans la brise salée de l'océan. Elle a souri, un sourire radieux et incroyablement familier, et s'est dirigée droit vers Silas. Sans un moment d'hésitation, elle s'est assise sur ses genoux, a enroulé ses bras fins autour de son cou et l'a embrassé profondément, passionnément. C'était Fiona, ma femme. La femme qui m'avait embrassé sur la joue ce matin même dans notre cuisine, l'air stressé, me disant qu'elle était débordée par ses réunions d'entreprise. La femme qui m'avait dit que je manquais cruellement d'ambition et de motivation. Elle était ici, à des centaines de kilomètres, enroulée autour de mon propre frère, riant contre ses lèvres. Mon Dieu, tu m'as tellement manqué, murmura Fiona, sa voix haletante résonnant fort à travers les haut-parleurs haute définition de la salle de surveillance. Est-ce que Jasper a tout réglé légalement? Tout est absolument parfait, a dit Silas, passant ses mains avides sur son dos nu. Les 4 millions sont entièrement à nous d'ici la fin du mois. Nous remboursons les dettes massives et ensuite je pourrai enfin me permettre de couper le poids mort. C'est-à-dire ton frère, demanda Fiona, traçant malicieusement sa mâchoire forte avec son ongle. C'est-à-dire Harrison, a confirmé Silas avec un ricanement cruel et moqueur. L'idiot absolu est assis à la maison en ce moment, essuyant la bave du menton de cette gamine. Complètement et totalement inconscient.
Une fois que l'argent de la fiducie sera sur le compte en banque, je le couperai légalement de la fiducie familiale entièrement, et tu pourras enfin lui remettre ses papiers de divorce brutaux. Fiona a soupiré de bonheur, posant confortablement sa tête contre sa poitrine. J'ai hâte. Être marié à lui, c'est exactement comme être enchaîné à un navire qui coule. Il est si ennuyeux, si las, si douloureusement moyen et pauvre. Je mérite cette vie. Nous méritons cet argent. Je suis resté complètement figé, fixant le moniteur lumineux. La douleur physique intense qui irradiait dans ma poitrine était si sévère que j'ai sincèrement cru que je faisais une crise cardiaque. Toutes les nuits tardives où elle prétendait travailler au bureau. Chaque fois qu'elle se détournait agressivement de mon contact au lit, chaque fois que Silas se moquait de mon salaire, sachant pertinemment qu'il couchait avec ma femme, ils avaient systématiquement, joyeusement démantelé toute ma vie, ma dignité et mon avenir, tout en me souriant droit au visage. Lyra a tendu la main et a posé une petite main chaude sur mon bras tendu. Elle n'a pas dit un seul mot. Elle a juste serré mon poignet incroyablement fort, ancrant mon esprit flottant à la réalité présente. J'ai pris une profonde inspiration lente et tremblante. La douleur atroce et déchirante s'est rapidement transformée en quelque chose d'entièrement différent. Calcifiée, elle est devenue une rage pure, sans mélange et brûlante. C'était un pouvoir sombre et incroyablement lourd qui s'est installé profondément dans mes os. J'ai pris mon téléphone d'une main ferme et j'ai appelé Béatrice. Elle a répondu dès la première sonnerie. « Voyez-vous activement ce flux ?» ai-je demandé, ma voix terrifiante de calme et de vide. « Je suis connecté en toute sécurité au flux en ce moment, Harrison, a dit Béatrice, son ton entièrement professionnel, froid et tranchant comme un scalpel. J'ai enregistré tous les changes dégoûtants en haute définition. L'audio est d'une clarté cristalline. Nous avons Jasper discutant ouvertement de la tutelle frauduleuse. Nous avons la conspiration pour commettre une fraude électronique concernant la fiducie. Et nous avons une preuve vidéo absolue et indéniable d'infidélité pour la procédure de divorce. Bien, ai-je dit, sans quitter Fiona des yeux. Où est Roland? Son hélicoptère privé atterrit sur l'héliport du complexe dans exactement 30 minutes, a répondu Béatrice. Les pièges juridiques sont entièrement mis en place. Les blocages massifs d'actifs sont en attente auprès des banques. Nous attendons juste que vous appuyiez sur la gâchette. Rédigez les papiers de divorce les plus agressifs tout de suite, ai-je ordonné. Je veux absolument tout. Je veux la maison. Je veux sa voiture. Je veux chaque centime qu'elle a jamais gagné ou caché. Et je veux que les dossiers financiers de Silas soient assignés à comparaître par le FBI demain matin. Compris, patron. Quel est le plan pour ce soir? J'ai regardé le moniteur. Silas et Fiona buvaient maintenant du champagne cher, riant bruyamment à une blague que je ne pouvais pas tout à fait entendre. Ils ont une réservation au restaurant de luxe principal à 20h, ai-je dit. Un sourire sombre et sinistre se dessinant au coin de ma bouche. Laissez-les s'habiller. Laissez-les se sentir comme des rois absolus. Et ensuite, nous allons leur faire tomber le ciel sur la tête. J'ai raccroché. La tempête n'était pas seulement arrivée. J'étais la tempête, et ils n'avaient absolument aucun abri. Je pensais que le pire était passé. J'avais tellement tort. Les heures angoissantes entre la trahison de l'après-midi et la confrontation du soir s'étiraient comme un arc tendu prêt à se rompre. La lourde tension dans l'air de notre immense et opulent penthouse privé était palpable, presque suffocante. Je me tenais silencieusement près des immenses baies vitrées, regardant loin en bas les vastes terrains parfaitement entretenus du complexe. Les riches clients se déplaçaient comme de minuscules fourmis autour des piscines à débordements lumineuses, totalement inconscients de l'explosion nucléaire absolue qui était sur le point de se produire en plein milieu de leur paradis immaculé. Lyra était assise à l'immense table à manger en acajou derrière moi, tapant furieusement sur son ordinateur portable haut de gamme. Elle avait passé les 2 dernières heures solides à pénétrer facilement le serveur de messagerie personnelle de Silas, contournant complètement ses mesures de sécurité amateur risibles. Tu sais, a dit Lyra à voix haute sans même lever les yeux de l'écran lumineux. Pour un gars qui se prend désespérément pour un cerveau criminel, Silas est un idiot absolu. Il a gardé une trace numérique claire et très détaillée de chaque virement qu'il a effectué de la société holding familiale vers ses comptes offshore illégaux privés aux Caïmans. Il a littéralement étiqueté le dossier numérique contingence. Imprime tout, ai-je dit, ma voix plate, sans me détourner de la fenêtre. Je veux des copies physiques de chaque transaction.
Je veux jeter une montagne massive de papier directement sur leur table à dîner. Un carillon doux et élégant a résonné dans le Penthouse, signalant l'arrivée de l'ascenseur VIP privé. Les portes en acier poli se sont ouvertes en douceur, et 2 personnes très importantes sont entrées dans la pièce. La première était Béatrice. Elle portait un tailleur pantalon rouge sans saisissant, tenant une mallette en titane élégante qui semblait appartenir à un film d'espionnage. Ses yeux sombres étaient incroyablement vifs, très calculateurs, entièrement prêts pour une guerre juridique. Derrière elle se trouvait Roland. Roland était un excentrique milliardaire légendaire, un homme qui avait fait une fortune massive dans la technologie avant de pivoter agressivement vers l'immobilier de luxe. Il avait la fin de la soixantaine, portait nonchalamment une chemise en lin et un pantalon, projetant une aura d'un pouvoir immense, calme et terrifiant. Il était le visage public de l'immense société écran qui possédait légalement le complexe. L'homme que tout le monde à Wall Street pensait être le seul propriétaire. Harrison, a dit Roland, sa voix un grondement profond et réconfortant qui a rempli la pièce. Il s'est approché et a posé une main lourde et rassurante sur mon épaule. J'ai regardé le flux de sécurité pendant le vol. J'ai eu affaire à beaucoup de serpents venimeux dans les salles de conseil d'administration au fil des ans. Mais votre famille est une race de toxiques très spéciale. Ils sont sur le point de manquer complètement de venin, ai-je répondu, en lui serrant fermement la main. Béatrice a posé sa lourde mallette en titane sur la table juste à côté de Lyra. Le piège juridique est entièrement armé et prêt à être déployé, a-t-elle annoncé, en ouvrant la mallette et en sortant des piles incroyablement épaisses de documents juridiques contraignants. Premièrement, le fonds en fiducie. En tant que nouvelle avocate légale de Lyra, j'ai réussi à déposer une injonction fédérale d'urgence bloquant tout transfert de tutelle. Elle est signée par un juge fédéral. Deuxièmement, j'ai personnellement contacté la division des crimes financiers du FBI avec les preuves indéniables que Lyra a compilées. Les comptes offshore et nationaux de Silas seront entièrement gelés à 20h15 précise ce soir. Et enfin, elle a sorti un seul dossier Mani fortement englouté. Il semblait plus lourd que le reste. Les papiers de divorce. Traitement cruel et abusif, infidélité extrême et fraude financière massive. J'ai accéléré une ordonnance restrictive brutale, gelant l'accès de Fiona à tous les actifs communs et personnels. Quand elle se réveillera demain matin, ses cartes de débit en platine seront refusées à un distributeur automatique bon marché. J'ai baissé les yeux sur les documents. Le poids de ce que j'étais sur le point de faire s'est lourdement posé sur mes épaules. Je ne brûlais pas seulement un pont familial. Je faisais systématiquement exploser tout le paysage. Mes parents seraient complètement ruinés et humiliés. Mon frère arrogant risquait probablement une peine de prison fédérale sévère pour fraude électronique. Ma femme infidèle serait ruinée financièrement et publiquement exposée. Pendant une seconde fugace et très pathétique, le fantôme du vieil Harrison, le garçon faible qui voulait juste que sa mère regarde son trophée de la foire scientifique, l'homme désespéré qui voulait juste que sa femme l'aime vraiment, a murmuré doucement au fond de mon esprit, « Es-tu absolument sûr de vouloir faire ça? Ils sont toujours ta famille de sang. » Puis je me suis souvenu vivement du rire cruel de ma mère dans l'allée. Je me suis souvenu de Silas me traitant constamment de paillasson sans colonne vertébrale. Je me suis souvenu de Fiona chevauchant joyeusement mon frère dans la cabane, riant de ma pauvreté. J'ai écrasé ce fantôme faible jusqu'à ce qu'il ne reste absolument que cendre et poussière. C'est absolument parfait, ai-je dit, ma voix incroyablement stable et froide comme la glace. Roland s'est versé un grand verre d'eau pétillante et s'est nonchalamment appuyé contre le comptoir en marbre. J'ai soigneusement informé Clara et le service de sécurité privée d'élite du complexe. 10 anciens entrepreneurs militaires hautement qualifiés. Ils seront stationnés discrètement au périmètre de la salle à manger. Quand vous donnerez le signal, ils interviendront immédiatement. Absolument personne ne quittera cette pièce avant que vous ne le disiez. J'ai vérifié ma lourde montre de luxe. Il était exactement 19h45. Je suis entré délibérément dans la chambre principale et j'ai commencé à changer de vêtements. J'ai enlevé le kaki et le pull bon marché et quelconque que je portais habituellement, l'uniforme requis du frère invisible et oubliable. J'ai enfilé un magnifique costume bleu nuit sur mesure que je gardais exclusivement au Penthouse pour les réunions d'affaires de haut niveau. J'ai attaché une énorme montre de luxe incroyablement chère à mon poignet, un cadeau de Roland après notre première acquisition d'entreprise extrêmement réussie. Je me suis regardé dans le miroir en pied. L'homme qui me regardait n'était absolument plus une victime. C'était un bourreau. Quand je suis revenu dans le salon,
Béatrice a jeté un coup d'œil et a eu un sourire en coin. Voilà le PDG impitoyable que je connais et que j'aime. Lyra s'est levée de la table. Elle portait une robe noire impeccable et très élégante qu'elle avait emballée. Ses cheveux sombres étaient coiffés de manière soignée et professionnelle. Il n'y avait absolument aucune trace de la fille malade, brisée et muette qu'elle avait prétendu être pendant un an. Elle avait l'air incroyablement féroce. Elle avait l'air d'une guerrière prête au combat. « On y va enfin ?» a demandé Lyra, ses yeux vifs fixés intensément sur les miens. « Absolument », ai-je dit. J'ai pris l'énorme pile de documents juridiques de la table et j'en ai donné la moitié à Béatrice pour qu'elle les porte. Nous avons pris l'ascenseur VIP privé jusqu'au rez-de-chaussée. Le restaurant 5 étoiles emblématique du complexe, The Apex, était une merveille architecturale stupéfiante. Une immense salle à manger aux parois de verre, suspendue précairement au-dessus d'une falaise déchiquetée surplombant les vagues de l'océan qui se brisaient violemment bien en dessous. Elle était strictement réservée aux clients les plus élites et les plus fortunés. Alors que nous approchions de la grande entrée, Clara nous attendait patiemment. Elle a fait un petit signe de tête très respectueux. Ils sont actuellement assis à la table centrale, Monsieur Harrison, a dit très doucement Clara. Table 7, la meilleure vue absolue de toute la maison. Votre service de sécurité est en position et attend vos ordres. J'ai jeté un regard lent autour du périmètre du restaurant faiblement éclairé et incroyablement élégant. Je pouvais clairement voir le personnel de sécurité vêtu de costumes noirs impeccables se fondre parfaitement dans l'ombre près des sorties et des portes de la cuisine. Merci, Clara, ai-je dit. Laissez-les finir de commander leur hors-d'œuvre coûteux. Nous ne voulons absolument pas leur gâcher l'appétit avant de leur servir le plat principal. Nous nous sommes tenus silencieusement dans l'ombre près du comptoir d'accueil en acajou, les observant. Mon père tenait la cour bruyamment, riant, un immense verre de vin rouge cher à la main. Ma mère examinait fièrement ses bagues en diamant sous la lumière vive du lustre. Silas était assis, l'air incroyablement arrogant et intouchable dans son costume de créateur. Vera souriait chaleureusement, jouant la parfaite épouse aimante. Et là, assise juste à côté de Silas, agissant exactement comme si elle venait d'arriver de son voyage d'affaires stressant, se trouvait Fiona. Elle portait une superbe robe rouge moulante, se penchant pour murmurer quelque chose à l'oreille de ma mère. Ils avaient tous l'air si incroyablement heureux, si victorieux. Ils célébraient joyeusement les millions qu'ils étaient sur le point de voler, les vies qu'ils étaient sur le point de détruire. Ils se prenaient vraiment pour les prédateurs suprêmes se régalant facilement des faibles. Ils n'avaient absolument aucune idée que la porte de la cage en acier venait de se verrouiller fermement derrière eux. Je me suis tourné pour regarder Lyra. Elle a fait un signe de tête ferme et décidé. Je me suis tourné vers Béatrice et Roland. Ils étaient parfaitement prêts. J'ai lentement ajusté mes boutons de manchette coûteux, j'ai pris une dernière profonde inspiration, et je suis sorti audacieusement de l'ombre pour entrer dans la lumière. Le silence était officiellement terminé. Il était enfin temps de faire du vrai bruit. La salle à manger de l'Apex était une véritable masterclass d'intimidation de la haute société. C'était le genre de restaurant où les menus n'avaient pas de prix et où les serveurs se déplaçaient avec l'efficacité silencieuse et exerçaient des fantômes. Le tintement musical est doux des lourds verres à vin en cristal, les murmures étouffés et arrogants des clients extrêmement riches, et le fracas doux et rythmé des vagues sombres de l'océan contre les falaises déchiquetées juste en dessous créaient une atmosphère très trompeuse de paix absolue. L'air de la pièce sentait fortement la truffe noire chère, l'ail rôti et la brise salée et fraîche qui entrait doucement par les immenses portes-fenêtres ouvertes. J'ai traversé lentement et délibérément le sol en marbre italien importé, chaque pas ressemblant à un coup lourd et décisif contre l'enclume d'un forgeron. Pendant mes 29 années de vie, j'avais marché la tête baissée, essayant activement de ne pas prendre trop de place physique, essayant désespérément de ne pas offenser ou déranger les gens qui considéraient mon existence même comme un fardeau agaçant. J'étais le frère invisible. J'étais le mari de remplacement. Mais ce soir, je prenais absolument toute la place dans la pièce. L'air a changé autour de moi. J'étais le centre de gravité. Lyra marchait juste à côté de moi, le menton haut. Elle ne boitait pas. Elle n'a pas hésité. Elle se déplaçait avec la confiance pure, sans mélange et terrifiante de quelqu'un qui venait de sortir d'un bâtiment en feu complètement indemne et qui portait maintenant une allumette. Derrière nous, Béatrice et Roland ont parfaitement suivi notre rythme régulier, formant un mur intimidant et incassable de pouvoir juridique et financier, nous flanquant comme des généraux chevronnés marchant avec confiance dans un territoire nouvellement conquis.
Nous nous sommes lentement approchés de la table 7. C'était la pièce maîtresse indéniable de tout le restaurant. Une immense et luxueuse banquette circulaire drapée de lin blanc épais et complètement entourée par la vue panoramique a coupé le souffle de l'océan sombre et infini. Ma famille était entièrement absorbée par sa propre vanité et sa cupidité. Mon père, Réginald, faisait tourner un verre de vin rouge millésimé à $50 la gorgée dans son immense verre, le visage rouge de la chaleur arrogante et enivrante d'un homme qui croyait fermement avoir réussi à tromper l'univers et à remporter le prix ultime. Ma mère, Martha, picorait délicatement dans une assiette très chère de coquilles Saint-Jacques poêlées, ses bracelets de tennis en diamant scintillant sous le lustre en cristal. Silas avait son bras gauche drapé nonchalamment et avec confiance sur le dossier de la chaise de Fiona, ses doigts effleurant doucement la peau nue de son épaule. Ma femme, mon propre frère de sang. Il riait. C'était un rire riche, insouciant et écœurant qui a fait que le sang dans mes veines est devenu complètement froid et s'est durci en glace. Je me suis arrêté à exactement 60 centimètres du bord de leur table. Je n'ai pas dit un seul mot immédiatement. Je suis juste resté là, dans la pénombre, laissant ma présence physique jeter une longue ombre sombre et indéniable directement sur leurs assiettes chères et leurs célébrations fausses et pathétiques. Fiona a été la toute première personne à le remarquer. Elle était en train de prendre une délicate gorgée de champagne doré quand ses yeux se sont levés paresseusement et se sont instantanément fixés sur les miens. La flûte en cristal cher a littéralement glissé de ses doigts parfaitement manucurés. Elle a heurté le bord de la table, se brisant en une douzaine de morceaux tranchants et renversant le liquide cher sur la nappe blanche immaculée. Harrison, halta-t-elle bruyamment. La couleur a quitté son visage parfaitement maquillé si incroyablement vite qu'elle ressemblait à un fantôme ambulant. Sa main s'est instinctivement arrachée du bras de Silas, se retirant violemment, comme si elle venait d'être gravement brûlée par une cuisinière chaude. Au son soudain et paniqué de mon nom, le reste de la table s'est figé dans une unisson comique absolue. Silas a lentement tourné la tête, son sourire narquois et confiant fondant instantanément en un masque tordu ailé d'une confusion extrême et totale. Ma mère a laissé tomber sa lourde fourchette en argent, le cliquetis sonore résonnant vivement par-dessus la musique d'ambiance douce qui jouait en arrière-plan. La grande main de mon père s'est resserrée autour de son verre de vin jusqu'à ce que ses jointures deviennent d'un blanc éclatant. Et Vera, la mère soi-disant tragique et aimante, a regardé avec des yeux écarquillés et complètement terrifiés, non pas moi, mais directement la jeune fille debout juste à côté de moi. « Bonsoir, famille », ai-je dit. Ma voix était basse, douce, et se projetait sans effort à travers la grande table. Elle n'a pas tremblé. Elle n'a pas craqué. C'était la voix calme et stable d'un homme qui tenait toutes les cartes gagnantes de tout le jeu. J'espère vraiment que le champagne est à votre goût ce soir. J'ai entendu dire que le millésime ici à l'Apex est très exclusif. Qu'est-ce que tu fais ici, bon sang, a exigé mon père, sa voix profonde tombant immédiatement dans cet aboiement familier et autoritaire qu'il avait utilisé pour me terroriser et me contrôler depuis que j'étais petit garçon. Il a agressivement essayé de se lever, tentant de me dominer physiquement pour établir rapidement sa domination dans la pièce. Tu es censé être au domaine à New York. Qui surveille? Ces mots furieux sont morts instantanément et définitivement dans sa gorge alors que ses yeux ont finalement enregistré Lyra debout là, parfaitement saine. Bonjour, grand-père, a dit Lyra. Sa jeune voix était d'une clarté cristalline, parfaitement articulée, et dégoulinée d'un venin absolument mortel. Je n'avais pas besoin d'une baby-sitter pathétique ce soir. J'ai décidé que je voulais prendre l'avion pour Hawaï et voir l'océan par moi-même. La réaction physique a été instantanée et entièrement chaotique. Vera a laissé échapper un hoquet aigu et étranglé, pressant ses deux mains tremblantes fermement sur sa bouche comme si elle venait de voir un cadavre se lever d'un cercueil en bois. Silas a repoussé violemment sa lourde chaise en bois, les pieds raclant durement et bruyamment contre le sol en marbre. Lyra, a balbutié Silas, ses yeux passant frénétiquement et sauvagement entre ses jambes, qui se tenaient fermement et solidement sur le sol, et son visage. Tu es debout. Tu parles. C'est complètement impossible. Tu es censé être entièrement alité, a dit le spécialiste médical. Les spécialistes médicaux que Jasper Cole a soudoyés, ai-je interrompu doucement, me penchant en avant et posant mes deux mains à plat sur leur table, envahissant leur espace. J'ai regardé directement dans les yeux paniqués et pathétiques de Silas. Les médecins corrompus qui ont signé des évaluations médicales complètement frauduleuses pour que vous puissiez l'enfermer illégalement dans un établissement psychiatrique d'État au Nevada et vider son fonds en fiducie de $4 millions. Ces médecins spécifiques, Silas.
Le silence est tombé sur la table 7 comme une lourde couverture humide et suffocante. Même les riches clients des tables voisines semblaient se calmer entièrement, sentant le changement massif, agressif et dangereux dans l'atmosphère de la pièce. « Je n'ai absolument aucune idée de ce dont tu parles, Harrison, a dit mon père, sa voix baissant en un grognement dangereux et menaçant. Il essayait désespérément de reprendre le contrôle, essayant de remettre le chien obéissant dans sa cage avant qu'un scandale public n'éclate. Tu fais une scène massive dans un lieu très public. Tu embarrasses le nom de cette famille. Assieds-toi tout de suite, ferme ta bouche et nous discuterons de cette délusion paranoïaque insensée en privé. Il n'y a absolument plus de privé, papa, ai-je dit, ma voix s'élevant juste assez pour trancher nettement son autorité factice. Et il n'y a absolument plus de famille. Pas pour toi. Plus maintenant. Fiona a frénétiquement essayé de se lever, son visage se transformant rapidement en un masque d'innocence désespérée et calculée. Elle a tendu la main vers moi à travers la table, de fausses larmes montant instantanément à ses yeux. C'était la même performance manipulatrice exacte qu'elle utilisait pour se sortir des disputes à la maison. Harrison, chéri, s'il te plaît, écoute-moi. Tu as clairement une sorte de dépression nerveuse. Nous pouvons tout expliquer. Je suis venu ici sur un vol de dernière minute parce que Silas m'a appelé en panique. Il était profondément inquiet pour la santé de tes parents. J'essayais juste de te protéger. J'ai regardé ma femme, la femme que j'avais juré d'aimer et de protéger profondément. J'ai regardé la robe de créateur rouge très chère qu'elle avait achetée avec mon argent durement gagné, la portant sur une île tropicale pour séduire activement mon propre frère. Garde ta performance théâtrale bon marché, Fiona, ai-je dit froidement, ma voix entièrement dépourvue de toute émotion humaine. Tu ne protèges personne. Tu es un parasite. Je me suis légèrement tourné vers ma gauche et j'ai claqué vivement des doigts. Béatrice s'est immédiatement avancée, plaçant sa mallette en titane élégante directement sur leur champagne renversé et leur hors-d'œuvre coûteux. Elle a ouvert les lourdes serrures métalliques avec un son sec et terrifiant qui a résonné comme un coup de feu. Elle a sorti l'incroyablement épais dossier manille et l'a claqué juste devant l'assiette de Fiona. « Qu'est-ce que c'est » a murmuré Fiona, ses mains tremblant violemment alors qu'elle fixait les lettres juridiques audacieuses et intimidantes sur la couverture. « Ce sont des papiers de divorce extrêmement agressifs et très punitifs, a dit Béatrice, sa voix vive, froide et entièrement professionnelle. Ils détaillent des preuves vidéo et audio étendues et indéniables de votre liaison illicite d'1 an avec votre beau-frère, Silas. Ils incluent également l'ordonnance restrictive d'urgence du tribunal, gelant entièrement chaque compte bancaire joint et personnel à votre nom. Depuis exactement 14 minutes, vous êtes entièrement légalement exclu de la vie de Harrison, de sa maison et de ses finances. Vous n'avez littéralement absolument rien. » Fiona a laissé échapper un sanglot étranglé et laid, retombant lourdement sur sa chaise comme si elle avait été physiquement frappée à la poitrine avec une batte de baseball. Le visage de Silas est devenu d'un rouge vif et furieux. Son arrogance massive, alimentée par une panique pure, a finalement explosé. « Écoute-moi, espèce de petit perdant pathétique, » a craché Silas, en frappant violemment du poing sur la table. « Tu ne viens pas ici pour nous parler comme ça. Tu n'as absolument rien. Tu n'es qu'un parfait inconnu. Tu as un travail administratif sans avenir. Tu vis dans une maison de banlieue bon marché, et tu dépends entièrement de la bonne volonté de cette famille. Si tu penses que tu peux falsifier de faux documents juridiques pour nous faire peur et nous faire reculer. Falsifier ? A interrompu Lyra bruyamment, en fouillant dans la poche de sa robe. Elle a sorti une petite clé USB en argent et l'a jetée sur la table. Elle a atterri avec un cliquetis sonore juste à côté de l'assiette de ma mère. Il y a 7 mois entiers d'enregistrement audio d'une clarté cristalline sur cette clé, Silas, y compris la conversation incroyablement détaillée et hautement illégale que vous avez tous eue dans la cabane 4 il y a quelques heures à peine avec Jasper Cole. J'ai enregistré chaque mot sur le fond en fiducie, les faux rapports médicaux et le plan visant à commettre une fraude électronique fédérale massive pour sauver désespérément vos investissements immobiliers commerciaux défaillants. Ma mère, Martha, a finalement retrouvé sa voix. Elle m'a regardé avec une haine pure, sans mélange et toxique, abandonnant complètement la façade polie de l'élégante matriarche de la société. Espèce de misérable ingrat et dégoûtant, a-t-elle sifflé, son visage se tordant en un rictus incroyablement laid. Nous t'avons absolument tout donné. Nous t'avons mis un toit solide sur la tête. Nous t'avons laissé porter notre nom prestigieux. Et c'est exactement comme ça que tu nous remercies. En espionnant illégalement ton propre sang,
en essayant de ruiner complètement ton frère parce que tu es intensément, pathétiquement jaloux de son immense succès. Succès? J'ai ri et le son était complètement creux, entièrement dépourvu de tout humour. C'était un son froid et mort. J'ai regardé ma mère, sentant le dernier fil restant de mon attachement d'enfance se rompre et se désintégrer de façon permanente. Silas n'a pas de succès, maman. Silas est un imposteur complet, total et pathétique, tout comme toi. J'ai directement fouillé dans la mallette en titane ouverte de Béatrice et j'ai sorti les épaisses copies physiques du grand livre financier que Lyra avait imprimé depuis le serveur sécurisé de Silas. J'ai jeté l'énorme pile de papier en l'air. Des centaines de feuilles de papier ont plu agressivement sur leur table, voltigeant sur leurs genoux, ruinant complètement leur nourriture chère et recouvrant le sol autour d'eux. Vous êtes complètement en faillite, papa, ai-je dit, en me penchant si incroyablement près que je pouvais sentir l'alcool rassis sur son haleine. Tout votre légendaire empire immobilier est entièrement bâti sur des dettes hautement toxiques et des comptes de retraite 401K illégalement mis en gage. Silas n'a pas bâti un héritage. Il l'a entièrement réduit en cendres. Vous avez mis en gage tout le domaine de New York. Vous êtes dans le rouge de millions et de millions de dollars. Et la division des crimes financiers du FBI traite actuellement les preuves de fraude électronique concernant les comptes offshore aux Caïmans que Silas a utilisés pour cacher l'argent de la société holding. Votre héritage est officiellement terminé. L'horreur absolue qui a envahi le visage de mon père a été la chose la plus intensément satisfaisante que j'ai jamais vue de toute mon existence de 29 ans. Le sang a complètement quitté ses joues. Sa mâchoire est devenue complètement molle. L'homme puissant et terrifiant qui avait impitoyablement contrôlé toute ma vie avait soudain l'air incroyablement vieux, incroyablement faible et complètement, totalement terrifié. La réalité écrasante de leur destruction totale et inévitable s'abattait lourdement sur la table 7. Mais Silas, toujours l'enfant prodige arrogant et complètement délirant, a absolument refusé d'accepter la défaite. Son ego massif et fragile ne pouvait tout simplement pas traiter le fait indéniable que le frère silencieux qu'il avait moqué et abusé toute sa vie venait de le mater brutalement devant des centaines de personnes riches. Il a sauté agressivement de sa chaise, la renversant violemment sur le sol en marbre avec un grand fracas. Son visage était violet de pure rage sans mélange, les veines épaisses de son cou gonflant dangereusement. « J'en ai absolument assez de ces conneries », a crié Silas à plein poumon, ignorant complètement les hoquets de surprise et les murmures des riches clients des tables environnantes. Il a pointé un doigt tremblant et furieux directement sur mon visage. « Tu es complètement fou, Harrison. Toi et cette petite garce menteuse et manipulatrice. Je ne vais pas rester assis ici dans un restaurant 5 étoiles à me faire menacer par un perdant pathétique et fauché qui ne peut même pas garder sa propre femme heureuse dans son propre lit. » Il s'est tourné frénétiquement vers le comptoir d'accueil, agitant agressivement les bras en l'air comme un fou. « Gérant. Où est le directeur général de cet établissement ? Venez ici tout de suite. » Clara, qui se tenait discrètement près de la grande entrée, surveillant attentivement toute la situation, s'est immédiatement avancée. Elle a doucement ajusté son tailleur anthracite impeccable et s'est dirigée délibérément et calmement vers notre table, son expression complètement neutre et très professionnelle. « Oui, monsieur. Comment puis-je vous aider ce soir ?» a demandé calmement Clara, nullement dérangée par ses cris. Silas m'a pointé agressivement du doigt, sa voix forte résonnant durement dans l'élégante salle à manger. « J'exige que vous fassiez sortir ces intrus immédiatement. Cet homme et cette fille harcèlent agressivement ma famille. Nous sommes des invités VIP d'élite payant le prix fort pour la villa présidentielle. Et cet homme est un parfait inconnu fauché. Je veux qu'il soit jeté hors de ce restaurant immédiatement. Je veux qu'il soit jeté hors de cette propriété privée. Et je veux que vous appeliez la police locale de l'île pour l'arrêter pour harcèlement criminel. » Mes parents ont hoché la tête en accord furieux et désespéré. Mon père a agressivement ajusté sa cravate en soie chère, essayant désespérément de récupérer un minuscule lambeau de sa dignité brisée. « Faites-le immédiatement », a aboyé Réginald à Clara, en utilisant sa voix de salle de conseil. « Ou je m'assurerai personnellement que vous soyez viré demain matin, et ce complexe fera face à un procès massif de plusieurs millions de dollars pour ne pas avoir protégé ses clients VIP fortunés. » Clara est restée parfaitement immobile. Elle a regardé Silas. Elle a regardé mon père furieux au visage rouge, puis lentement et délibérément, elle a tourné tout son corps pour me faire face. Elle a incliné la tête dans un geste profond, très respectueux et indéniablement servile. « Y a-t-il un problème avec ses clients, monsieur le président ?» a demandé Clara,
sa voix claire se propageant bruyamment dans le restaurant soudainement silencieux. Dois-je demander à l'équipe de sécurité du périmètre de les expulser de force de votre propriété? Le silence qui a suivi cette seule phrase a été absolu, lourd et entièrement assourdissant. Le bras de Silas, qui pointait toujours agressivement vers la porte d'entrée, est lentement tombé à son côté comme si les os s'étaient soudainement dissous en gelée. Sa bouche s'est ouverte en grand, mais absolument aucun son n'en est sorti. Les yeux de ma mère se sont écarquillés au point de sortir de leurs orbites, son regard terrifié passant frénétiquement de la posture respectueuse de Clara à mon visage complètement calme, imperturbable et souriant. Fiona a laissé échapper un petit gémissement aigu, pressant fermement ses mains contre ses tempes comme si la pièce tournait violemment. « Monsieur le Président », a répété mon père, les mots sortant de sa bouche sèche comme des morceaux de verre brisés. Il a regardé Clara avec une horreur absolue, puis a lentement traîné ses yeux terrifiés pour finalement rencontrer les miens. « De quoi parle-t-elle, Harrison? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Dis-lui d'arrêter de faire des blagues. » Avant que je puisse même répondre, Roland est sorti complètement de l'ombre juste derrière Béatrice. Il s'est avancé avec confiance, entrant entièrement dans la lumière vive du lustre en cristal. Au moment exact où mon père a vu le visage de Roland, ses genoux ont visiblement fléchi. Réginald savait exactement qui était Roland. Tout le monde dans le monde de l'immobilier commercial à haut risque et impitoyable connaissait Roland. C'était un titan absolu, un milliardaire qui pouvait facilement écraser la pathétique entreprise endettée de mon père d'un simple coup de fil désinvolte. « Réginald », a dit Roland, sa voix profonde et intimidante roulant lourdement sur la table comme un coup de tonnerre. « C'est vraiment pathétique de voir à quel point tu es tombé bas. J'ai toujours su que tes pratiques commerciales étaient légèrement contraires à l'éthique. Mais comploter pour interner illégalement ta propre petite-fille juste pour voler son fonds en fiducie, c'est une race très spéciale de saleté absolue. » Roland, a balbutié mon père, ses mains visiblement tremblantes alors qu'il attrapait le bordure de la table juste pour ne pas s'effondrer sur le sol. Tu possèdes ce complexe de luxe. Tu es le chef d'Obsidian Holdings. Qu'est-ce que tu fais ici, bon sang, avec mon fils? Roland a laissé échapper un rire court, froid et très dédaigneux. Je ne possède pas ce complexe, Réginald. Obsidian Holdings n'est qu'une société écran. Je ne suis que le directeur public. Roland s'est légèrement tourné et a fait un geste respectueux vers moi avec une main ouverte. Harrison est l'actionnaire majoritaire absolu. Il possède 75% de toute cette île. Il l'a acheté il y a 3 ans, en argent comptant. Vous êtes actuellement assis dans son restaurant, dormant dans ses lits chers et buvant son vin millésimé. L'impact psychologique massif de cette révélation a frappé ma famille comme un train de marchandises lancé à pleine vitesse. L'impossibilité pure et écrasante de la chose a complètement brisé leur esprit. Le fils qu'ils avaient sans relâche moqué, le frère silencieux qu'ils avaient constamment rabaissé, le mari qu'elle avait cruellement et à plusieurs reprises trahi n'était pas un perdant fauché et pathétique. C'était un titan d'entreprise multimillionnaire qui possédait littéralement le sol même sur lequel il se tenait. Non, a murmuré Silas, secouant violemment la tête d'avant en arrière, reculant jusqu'à ce que son dos heurte le mur de verre froid du restaurant. Non, c'est complètement impossible. Il n'a pas ce genre d'argent. Son fonds d'études avait entièrement disparu. Il a un travail de bureau misérable. C'est un énorme mensonge. C'est un tour de passe-passe élaboré. C'est absolument réel, Silas, ai-je dit, ma voix complètement dépourvue de toute pitié ou miséricorde. J'ai regardé l'homme pathétique, en sueur et terrifié dans son costume sur mesure. Pendant que tu brûlais violemment l'argent de papa en essayant de paraître riche, je suis devenu riche. J'ai investi tôt. J'ai bâti un portefeuille massif. J'ai bâti tout un empire discrètement dans l'ombre pendant que tu étais trop occupé à te regarder dans le miroir et à coucher avec ma femme. J'ai tourné mon regard lourd entièrement vers mon père, dont le visage était maintenant d'une teinte terrifiante de cendre et de gris. Et toi, papa, tu m'as complètement rayé de ta vie parce que je ne voulais pas être un requin corrompu et sans âme comme toi. Tu as volé mon avenir pour payer les erreurs idiotes de Silas. Eh bien, Silas vient de faire sa dernière erreur fatale. Le FBI a tous les dossiers de fraude électronique. Le conseil médical de l'État a les preuves indéniables des papiers de tutelle frauduleux. Tu vas complètement perdre le domaine de New York. Tu vas entièrement perdre l'entreprise. Tu vas passer le reste de ta vie misérable et pathétique à faire face à des inculpations fédérales et à une faillite absolue et paralysante. J'ai baissé les yeux sur Fiona.
Elle pleurait ouvertement et bruyamment maintenant, un mascara noir épais coulant en lourde traînée sur ses joues pâles, ruinant complètement son maquillage cher. « Harrison, s'il te plaît » a sangloté Fiona hystériquement, en tendant la main et en agrippant désespérément la manche chère de ma veste de costume. Ses doigts se sont enfoncés, implorant la pitié. J'ai été incroyablement stupide. J'ai été complètement manipulé. Silas m'a manipulé. Il m'a dit que tu ne m'aimais plus. Il m'a dit que tu allais me quitter. S'il te plaît, tu es mon mari. Je t'aime. Nous pouvons arranger ça. S'il te plaît, ne me prends pas tout. Je n'ai absolument nulle part où aller. J'ai baissé les yeux sur sa main agrippant ma manche. Je n'ai absolument rien ressenti, ni colère, ni tristesse, juste un dégoût complet, total et écrasant. J'ai agressivement et violemment arraché mon bras de son étreinte. Ne me touche plus jamais, ai-je dit, ma voix dégoulinant de glace pure. Tu as fait ton choix, Fiona. Tu as activement choisi l'enfant prodige. Maintenant, tu vas brûler avec lui. Béatrice te verra au tribunal fédéral. N'essaie plus jamais de me contacter. Je me suis retourné vers Clara, qui attendait patiemment mon ordre final. Clara, ai-je dit à voix haute, m'assurant que toute la salle à manger puisse m'entendre clairement. Ces individus sont complètement et entièrement bannis de cette propriété. Annulez leur réservation immédiatement. Saisissez leurs bagages jusqu'à ce que leurs frais de chambre impayés soient réglés en totalité et faites escorter par l'équipe de sécurité entièrement hors de l'île dès maintenant. Clara a hoché la tête vivement. Elle a porté une petite radio à sa bouche. Équipe de sécurité Alpha, intervenez. Exécutez l'expulsion immédiate de la table 7. De l'ombre, 10 gardes de sécurité privés massifs et hautement qualifiés en costumes noirs impeccables sont sortis dans la lumière. Ils se sont déplacés avec une efficacité silencieuse et terrifiante. Ils ont entièrement entouré la table, coupant toute voie d'évasion possible. « Monsieur, madame » a dit le garde principal, sa voix un grondement profond et incontestable alors qu'il regardait directement mes parents. « Vous devez vous lever et vous diriger vers la sortie dès maintenant. Si vous résistez de quelque manière que ce soit, nous utiliserons la force physique. » Ma mère a éclaté en sanglots hystériques, enfouissant son visage profondément dans ses mains. Vera hyperventilait activement, entièrement paralysée par la peur pure. Mon père a essayé de bomber le torse, essayant désespérément de conserver une dernière once de fierté. Mais quand un garde massif a posé une main lourde et exigeante sur son épaule, le vieil homme s'est complètement effondré. Il a baissé la tête, entièrement vaincu, et a commencé à marcher. Silas, cependant, a complètement perdu la tête. Alors que 2 gardes lui saisissaient les bras, il a commencé à se débattre violemment, criant des obscénités horribles à plein poumon. « Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis Silas. Je suis l'héritier de la famille. Harrison, espèce de petit rat. Je te tuerai. Je te détruirai absolument. » Ces cris pathétiques et désespérés ont résonné dans le luxueux restaurant alors que les lourds gardes le traînaient sans effort sur le sol en marbre. Ses chaussures en cuir italien cher raclant humiliantement contre le sol. Les riches clients ont regardé en silence absolu et stupéfait alors que toute ma famille toxique était traînée hors de la salle à manger comme de vulgaires criminels violents. Je suis resté là, les regardant disparaître à travers les lourdes portes en bois. La tempête massive avait enfin éclaté. L'air de la pièce semblait incroyablement léger, entièrement propre, comme si un gaz toxique venait d'être évacué dans l'atmosphère. Lyra a tendu la main et a glissé fermement sa main dans la mienne. Nous avions gagné. Le frère invisible et la fille silencieuse avaient complètement brisé leur chaîne. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous pour que je sache que vous avez été avec moi jusqu'à ce point. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais me permet aussi de savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour que je continue à partager le reste de ce voyage. Les conséquences immédiates de la confrontation explosive au restaurant ont été une masterclass de dévastation totale et absolue. Je ne suis pas retourné aux Pantousses de luxe pour boire du champagne et célébrer. Je suis descendu directement au bureau de sécurité privé fortifié au sous-sol pour regarder les flux des caméras extérieures en direct. Je devais être témoin de chaque seconde angoissante de leur descente humiliante dans la réalité brutale.
Les grands gardes de sécurité ont traîné de force Silas, Fiona, mes parents et Vera jusqu'à l'allée circulaire avant du complexe. Parce que Clara avait complètement annulé leur réservation et saisi légalement tous leurs biens à l'intérieur de la chambre, ils étaient entièrement exclus de leur villa présidentielle. Ils n'avaient absolument aucun bagage. Ils n'avaient pas de vêtements de rechange. Ils se tenaient dehors sous les lumières de sécurité extérieure vives et impitoyables dans leur tenue de soirée très chère, entourés par la nuit tropicale humide et collante, ressemblant exactement à des enfants complètement perdus et terrifiés qui venaient d'être abandonnés. Fiona a immédiatement sorti son téléphone portable cher, essayant frénétiquement d'appeler un service de voiture privée premium pour l'emmener à l'aéroport. J'ai observé attentivement sur le moniteur haute définition sa frappe frénétique et rapide se transformer en une panique pure et sans mélange. Le gel d'urgence des actifs que Béatrice avait habilement déposé avait atteint les serveurs bancaires mondiaux exactement à 20h15. Chaque carte de crédit en platine que Fiona possédait a été instantanément refusée. Ses comptes bancaires joints et personnels ont été complètement bloqués. Elle se tenait dans une robe de créateur à $5000 sans un seul centime utilisable à son nom. Réalisant qu'elle était complètement piégée, elle s'est effondrée sur le trottoir en pierre dure, enfouissant sa tête profondément entre ses genoux, sanglotant de manière incontrôlable dans l'air de la nuit. Silas faisait les 100 pas furieusement comme un animal enragé en cage. Il criait agressivement sur mon père, blâmant Reginald pour les mauvais conseils juridiques, blâmant violemment Vera pour avoir été négligente avec les documents de la fiducie, refusant complètement d'assumer la moindre once de responsabilité pour ses propres échecs catastrophiques massifs. Mon père, le patriarche autrefois terrifiant et intouchable de la famille, s'est simplement assis lourdement sur une jardinière en béton, la tête entre les mains, l'air complètement brisé et entièrement vide. Le puissant titan de l'immobilier commercial avait été entièrement réduit à un vieil homme impuissant et fauché, échoué sur un parking. Parce qu'il n'avait absolument pas d'argent pour payer une navette privée ou une chambre d'hôtel bon marché, et qu'il refusait catégoriquement de quitter la propriété à pied, la police locale de l'île est finalement arrivée. La sécurité du complexe les a formellement et agressivement accusés de violation de propriété criminelle. J'ai regardé avec une satisfaction froide absolue mon frère incroyablement arrogant Silas perdre complètement son sang-froid avec un officier de police et être plaqué de force, menotté et poussé brutalement à l'arrière d'une voiture de police sale pour avoir provoqué un trouble public violent. Le lendemain matin, le bain de sang juridique a officiellement commencé, et ce fut glorieux. Béatrice était une artiste absolument terrifiante dans la salle d'audience et elle a peint un chef-d'œuvre de destruction totale. Elle a immédiatement déposé les preuves indéniables de la fraude à la tutelle directement auprès du Conseil médical de l'État et des autorités fédérales. Le médecin très corrompu qui avait signé les fausses évaluations médicales de l'IRA a été immédiatement déchu de sa licence médicale, publiquement humilié et placé sous une enquête fédérale sévère pour fraude médicale. Jasper Cole, l'avocat visqueux qui se croyait intouchable, a été formellement radié du barreau en un mois pour violations éthiques graves et complot en vue de commettre une fraude électronique fédérale. Mais la chute la plus satisfaisante et la plus brutale a entièrement appartenu à Fiona et Silas. La procédure de divorce a été incroyablement rapide et entièrement impitoyable parce que nous avions des preuves vidéo explicites, indéniables et en haute définition de son infidélité étendue. Combinées aux preuves financières solides qu'elle avait activement participé à un complot pour frauder les biens de ma famille. Le juge ne lui a montré absolument aucune pitié. Le contrat de mariage en béton armé dont elle s'était moquée avec arrogance des années auparavant a été appliqué à la limite légale maximale absolue. J'ai pris la maison de banlieue. J'ai pris les voitures de luxe. J'ai pris chaque meuble cher qu'elle aimait. Fiona est sortie du tribunal avec rien d'autre qu'une seule valise de vêtements et une montagne massive de dettes juridiques qu'elle ne pourrait jamais espérer rembourser de sa vie. La toute dernière fois que je l'ai vue, elle se tenait devant le palais de justice du centre-ville sous la pluie glaciale et battante, essayant désespérément d'ailer un taxi jaune bon marché, l'air totalement vaincu. Elle a essayé de croiser mon regard, articulant le mot « désolé », mais j'ai simplement remonté la vitre fortement teintée de ma voiture et je suis parti sans lui jeter un second regard. Le sort de Silas a été bien pire. La division des crimes financiers du FBI est descendue agressivement sur l'entreprise immobilière de mon père comme un SM de cricket très en colère. Ils ont défoncé les portes et saisi chaque disque dur d'ordinateur, chaque registre physique, et gelé chaque compte bancaire d'entreprise. Ils ont découvert un réseau massif et tentaculaire de virements électroniques très illégaux, de dettes toxiques incroyablement élevées, et d'évasion fiscale flagrante et arrogante. Parce que Silas avait activement utilisé la société holding familiale pour financer illégalement son style de vie luxueux et sa liaison coûteuse avec Fiona,
il a porté le poids absolu des inculpations fédérales. Il a perdu la Porsche argentée rutilante au profit de la confiscation des biens fédéraux. Il a perdu son Pentouse très cher du centre-ville. Ses propriétés commerciales fortement endettées ont été agressivement et publiquement saisies par les banques furieuses et paniquées pour éviter de passer 20 longues années dans un pénitencier fédéral. Silas a été violemment forcé d'accepter un accord de plaidoyer dévastateur et humiliant. Il a de justesse évité la peine de prison maximale, mais il a été complètement banni à vie d'agir en tant que directeur de toute entreprise, lourdement condamné à une amende de millions de dollars qu'il n'avait absolument pas. Et condamné à 5 longues années de probation stricte et de travaux d'intérêt général manuels exténuants. L'enfant prodige intouchable était officiellement un criminel condamné, passant ses week-ends à ramasser les ordures sur le bord de l'autoroute animé dans un gilet orange vif. Quant à mes parents, le choc absolu du scandale public a complètement et définitivement brisé leur monde fragile et axé sur la vanité. Les amis de la haute société qu'ils avaient passé des décennies à essayer désespérément d'impressionner les ont abandonnés du jour au lendemain, les traitant comme des lépreux. Ils ont été entièrement mis sur liste noire de tous les country clubs exclusifs et des prestigieuses réunions d'associations de propriétaires de tout l'État. Le vaste domaine de banlieue de New York a été agressivement saisi par la banque pour couvrir la montagne écrasante de dettes toxiques que Silas avait accumulées. Ils ont été expulsés de force et contraints d'emballer tout ce qu'ils pouvaient transporter dans des sacs poubelles, déménageant dans un minuscule appartement de 2 chambres délabré dans le très mauvais quartier de la ville. Vera, absolument terrifiée par les répercussions juridiques massives concernant son rôle actif dans la tentative de vol du fonds en fiducie de l'IRA, a complètement abandonné le navire. Elle a rapidement signé la tutelle légale complète de l'IRA directement à moi sans le moindre combat, a fait ses valises de créateur et a fui l'État, essayant désespérément d'éviter les accusations de fraude fédérale imminente. En quelques semaines incroyablement courtes, l'empire imposant, terrifiant et abusif de ma famille avait été complètement et entièrement réduit en cendres. L'ombre oppressante et suffocante qu'ils avaient jetée sur toute ma vie avait entièrement disparu. Les monstres étaient enfin morts. 6 mois plus tard, la poussière chaotique et lourde était enfin retombée et une nouvelle aube belle et brillante s'élevait sur ma vie. J'ai officiellement et légalement adopté l'IRA. Nous avons complètement quitté la ville misérable et toxique et nous nous sommes installés dans un domaine magnifique, paisible et tentaculaire que j'ai acheté dans les collines verdoyantes et tranquilles du nord de l'État de New York. L'IRA a été rapidement inscrite dans une académie privée très prestigieuse où elle s'est instantanément révélée être une étudiante brillante, épanouie et très populaire. Sans le poids suffocant et très toxique de Vera et de mes parents qui pesaient constamment sur elle, elle s'est épanouie rapidement pour devenir une adolescente incroyablement heureuse et farouchement intelligente. Son énorme fonds en fiducie de 4 millions de dollars a été légalement bloqué dans un compte blindé et fortement protégé, personnellement géré par Roland, entièrement à l'abri de toutes les mains avides jusqu'à ses 18 ans. Quant à moi, je suis enfin sorti entièrement et définitivement de l'ombre. J'ai officiellement pris la relève en tant que président très public d'Obsidian Holdings. J'ai complètement cessé de cacher ma richesse extrême et mon immense succès d'entreprise. J'ai réalisé que je n'avais plus besoin de me faire petit, silencieux ou invisible pour mettre à l'aise des personnes incroyablement toxiques. C'était un mardi matin frais et très beau de début avril. Je conduisais ma voiture neuve, une superbe et massive Rolls-Royce Phantom noire de minuit, dans la rue calme et bordée d'arbres en direction de mon immense immeuble de bureau au centre de la ville. L'intérieur en cuir riche sentait le succès absolu et indéniable. L'énorme moteur ronronnait avec une puissance silencieuse, incroyable et intimidante. Alors que je m'approchais en douceur des portails de sécurité fortement gardés de mon immeuble d'entreprise, j'ai vu 2 silhouettes incroyablement familières et très pathétiques se tenir frissonnantes sur le trottoir public près de l'entrée. C'étaient mes parents. Ils avaient l'air incroyablement vieux, complètement hagards et entièrement brisés par la vie. Mon père portait un costume gris bon marché et mal ajusté qui semblait avoir été acheté dans une friperie. Ma mère était complètement dépourvue de ses bijoux coûteux, ses cheveux grisonnant rapidement et complètement négligés. Ils ressemblaient exactement aux étrangers désespérés qu'ils étaient. J'ai lentement amené la massive Rolls-Royce jusqu'au trottoir et j'ai doucement baissé la vitre fortement teintée. Quand ils ont vu mon visage, leurs yeux fatigués et enfoncés se sont illuminés d'une lueur désespérée et très pathétique de faux espoirs. Ils se sont précipités avec empressement sur le côté de la voiture, agrippant le bord du cadre de la fenêtre avec des mains froides et tremblantes. « Harrison » a dit mon père, sa voix entièrement faible et rauque, dépourvue de toute sa puissance d'antan. Il a regardé l'intérieur très luxueux de la Rolls-Royce avec une convoitise et un désespoir nu. « Dieu merci, nous t'avons enfin trouvé. »
Nous essayons désespérément de contacter tes avocats depuis des mois. Que veux-tu, Réginald, ai-je demandé, ma voix entièrement plate, complètement dépourvue de toute colère ou tristesse. Je ne l'ai pas appelé papa. Je ne le ferai plus jamais. Ma mère a commencé à pleurer violemment. De vraies larmelettes de pur désespoir coulant sur ses joues ridées. Harrison, s'il te plaît. Nous n'avons absolument plus rien. Silas est complètement en faillite et refuse agressivement de nous parler. La banque a entièrement pris notre maison. Nous vivons dans un horrible appartement glacial. Nous pouvons à peine nous permettre des produits d'épicerie de base au magasin. S'il te plaît, tu es notre fils. Tu as tellement d'argent maintenant. Ne peux-tu pas simplement nous donner une petite allocation mensuelle? Juste assez pour nous aider à survivre. Je les ai regardés profondément. J'ai regardé de près les personnes même qui avaient systématiquement et joyeusement détruit toute mon enfance. J'ai regardé l'homme qui avait cruellement volé mon fonds d'études pour payer une voiture de sport. J'ai regardé la femme qui s'était moquée de moi dans l'allée alors qu'elle partait en vacances de luxe avec l'argent qu'ils essayaient activement de voler à une jeune fille handicapée de 14 ans. Je ne suis absolument pas votre fils, ai-je dit doucement, la finalité absolue et écrasante de mes mots flottant lourdement dans l'air frais du matin. Votre fils ramasse actuellement les ordures sur le bord de la route 9 dans un gilet orange. Vous avez clairement fait votre choix il y a très, très longtemps. Vous avez misé tout votre héritage sur l'enfant prodige. Ce n'est absolument pas mon problème que votre cheval ait complètement perdu la course. Harrison, s'il te plaît. Nous sommes ta famille, a supplié bruyamment mon père, sa fierté massive entièrement brisée, pleurant ouvertement sur le trottoir public à la vue de tous. Famille, ai-je dit, ma voix complètement froide et entièrement inflexible. Ne te traite pas comme un paillasson pathétique. La famille ne vole pas activement ton avenir. La famille ne couche pas avec ta femme et n'en rit pas autour d'un champagne cher dans une cabane. Vous m'êtes entièrement étranger. Si vous vous approchez de mon bureau, de ma maison ou de ma fille, Lyra, encore une fois, je ferai arrêter agressivement par ma sécurité privée pour violation de propriété criminelle et harcèlement. C'est la toute dernière fois que vous verrez mon visage. J'ai doucement remonté la vitre fortement teintée, coupant complètement et définitivement leurs cris désespérés et pathétiques. J'ai mis la Rolls-Royce en marche et j'ai glissé sans effort à travers les lourds portails de sécurité en acier, les laissant entièrement seuls sur le trottoir froid et impitoyable, complètement piégés dans l'enfer misérable et inéluctable qu'ils avaient construit de leurs propres mains. J'ai garé l'énorme voiture, je suis entré avec confiance dans le hall principal de mon immeuble et j'ai pris l'ascenseur VIP privé jusqu'à la suite exécutive du Penthouse. Quand les portes polies se sont ouvertes, Lyra était assise confortablement sur l'un des canapés en cuir chair, travaillant assidûment sur un projet scolaire, riant vivement et sincèrement de quelque chose sur son écran d'ordinateur. Béatrice était assise professionnellement à la grande table de conférence, examinant des rapports d'acquisition d'entreprises trimestrielles très rentables. Je les ai regardés et pour la toute première fois de toute ma vie de 29 ans, ma poitrine s'est sentie complètement et entièrement pleine. J'ai réalisé à ce moment calme, beau et parfait que la vraie famille n'est absolument pas déterminée par le sang. Le sang signifie simplement que vous êtes biologiquement liés. La vraie famille est déterminée par une loyauté intense, par un respect féroce et par les personnes qui se tiennent fermement et fièrement à vos côtés lorsque le monde entier essaie agressivement de vous abattre. J'avais passé toute ma vie à essayer désespérément de gagner une petite place à une table qui était explicitement conçue pour m'affamer. Alors, j'ai complètement brûlé leur table toxique et j'ai construit la mienne. Si vous écoutez ceci en ce moment et que vous vous sentez comme le mouton noir invisible et oublié de votre famille toxique, j'ai besoin que vous vous souveniez d'une chose très importante. Les moutons sont facilement rassemblés, facilement manipulés et facilement abattus par les prédateurs. Mais les loups forgent agressivement et fièrement leur propre chemin. Ne laissez jamais des personnes incroyablement toxiques et abusives vous convaincre que vous êtes difficile à aimer simplement parce qu'elles manquent cruellement de la capacité humaine de base à vous aimer correctement. Fixez vos limites absolues et incassables. Protégez farouchement votre paix intérieure et ne vous excusez jamais, d'avoir enfin pris position et de vous être éloigné de façon permanente des personnes qui vous ont constamment blessé. Avez-vous déjà fait face à quelque chose d'incroyablement similaire avec votre propre famille toxique? Avez-vous déjà dû couper définitivement les ponts avec les personnes qui étaient censées vous protéger? Partagez votre histoire de survie dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de cliquer rigoureusement sur le bouton j'aime et de vous abonner agressivement à la chaîne pour ne pas manquer le prochain voyage incroyable. Restez incroyablement fort.
Restez farouchement sans excuse.